Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver à Aix-en-Provence. Bienvenue dans cette session. Elle est intitulée « Sommes-nous capables d'anticiper de nouvelles crises ?» Alors c'est bien sûr une question importante alors que l'on fait face à la crise sanitaire du Covid-19, à une crise également économique. Alors le monde de l'après-Covid sera-t-il un monde de crises multiformes? Peut-on oui ou non anticiper les crises? Et si oui, comment les prévenir? Alors on va en parler avec notre panel. Gianmarco Moncellato est à côté de moi, enfin presque, CEO de Deloitte France. Bonjour, merci d'être là. Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble et candidat à la primaire d'Europe Écologie Les Verts en vue d'une candidature à l'élection présidentielle. Bienvenue à vous également. Caroline Atkinson, alors vous êtes avec nous de Washington, Senior Advisor chez Rock Creek, donc on vous verra là-bas, voilà. Bonjour Caroline Atkinson, bienvenue. Adam Posen est également à Washington. Adam Posen qui est un économiste américain, président du Peterson Institute for International Economics, également à Washington. Bonjour Adam Posen, bienvenue. Et Adam Tooze, également de l'autre côté de l'Atlantique, mais à New York, cette fois professeur d'histoire à Columbia et président de l'Institut européen. Alors avant de démarrer cette session, André Kartapanis, professeur à Sciences Po Ex. Bonjour André, membre du Cercle des économistes, va nous exposer sa lettre de cadrage. Bien, merci beaucoup Stéphanie. Bon, à la question qui est posée, pour ma part, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Nous aurons de nouvelles crises dans le monde d'après. Mais évidemment, la question est de savoir lesquelles, leur ampleur, où, quand. Et donc, plutôt que d'apporter des réponses, moi je laisse là la place à nos invités, je voudrais simplement essayer peut-être de mieux préciser la question qui est posée, en apportant une série de 4 précisions supplémentaires. Alors d'abord, anticiper de nouvelles crises économiques, il convient d'entendre cette question sous 2 sens. Anticiper, c'est prévoir. Mais anticiper également, c'est prévenir, faire en sorte que les crises ne se manifestent pas. Deuxième précision, le concept de crise économique qui est de façon très extensive mobilisé par les économistes est en fait un concept qui nécessite une sorte de prise très large des phénomènes qui peuvent intervenir. Et en particulier, il y a une distinction que les économistes souvent mobilisent, c'est la distinction entre les petites et les grandes crises. Les petites crises, ce n'est pas tellement qu'elles sont de faible ampleur, c'est lorsqu'elles ne touchent pas le potentiel de production, lorsqu'elles interviennent dans ce que nous appelons l'output gap, la différence entre la croissance et la croissance potentielle. Les grandes crises, celle que nous avons connue en 2008, celle qui a été également provoquée par la crise de la pandémie, ce sont des crises qui mettent en cause le régime de croissance, qui atteignent la croissance potentielle et dont les effets sont bien plus lourds, bien plus longs et bien plus profonds sur les économies. Troisième précision, au-delà du pronostic éventuel, de la prévision, il convient de se demander quelles sont les causes éventuelles de ces crises. Et pour cela, il faut peut-être rappeler que, autant sous l'angle de la théorie économique que sous l'angle de l'histoire économique, les crises relèvent toujours de 2 ordres de phénomènes. Le premier ordre de phénomène, c'est l'existence d'un certain nombre de fragilités, de déséquilibres, d'un certain nombre de tensions qui peuvent être macroéconomiques, situées dans les bilans des banques, situées dans les niveaux d'endettement des États, mais donc ce qui, en quelque sorte, est sous-jacent à la possibilité même de se transformer en crise. Et puis le deuxième ordre de phénomènes, que nous appelons des chocs, ce sont des événements, ce sont des éléments nouveaux, choc climatique, choc financier, choc politique ou géopolitique, choc social, et ce sont ces chocs qui transforment les fragilités en crise, qui elles-mêmes vont conduire à une interruption de ce que sont les échanges, à une modification très marquée de ce que sont les prix, par exemple. Donc, ce qui est très important en la matière, c'est plutôt de repérer ce que sont les sources sous-jacentes, parce que ces sources sous-jacentes, elles sont prévisibles, alors que les chocs ne sont pas prévisibles. Nous devons nous adapter à des événements qui ne pouvaient pas être prévus ex ante. Enfin, et pour conclure, je crois qu'on peut finalement décomposer ce qu'est la thématique de cette session autour de 3 sous-questions, ou plutôt en déclinant ce que sont les interrogations pour lesquelles nous attendons un éclairage de la part de nos invités. D'abord, quels sont les types de crises
auxquelles nous devons nous préparer. Crise financière, crise de la dette, crise du système économique et politique, notamment en référence à ce que sont les enjeux, notamment de la transition sur le plan climatique, et dans les pays développés, ou bien dans les pays émergents, en Chine ou aux États-Unis. Donc, première question, où est-ce que finalement il y a le plus de chances de voir apparaître de nouvelles crises? Deuxième question, de façon plus transversale, quels sont les domaines, quels sont ce qu'on appelle souvent les risques globaux, pour lesquels les chances de voir apparaître un certain nombre de difficultés en présence de chocs sont les plus marquées. Enfin, dernière question, et j'en termine, puisque mon temps est écoulé, quelles sont finalement les plus grandes urgences aujourd'hui? Non pas à long terme, mais à court ou moyen terme, que les pouvoirs publics doivent absolument relever pour minimiser le risque de voir apparaître de nouvelles crises, petites ou grandes, et qui, du coup, pourraient avoir des effets, évidemment, sur l'activité et surtout sur les individus. Merci. Merci, André. Adam Tooze, vous êtes l'historien de ce panel, donc j'ai envie de commencer avec vous. Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire se répète, les pandémies, les crises financières? Est-ce qu'on tire les leçons de l'histoire? It's a pleasure to be here. Je suis très heureux d'être ici. J'espère que la technologie fonctionne. Je pense que pour utiliser le classement que vous venez de proposer, je pense que c'est utile de dire tout d'abord que nous sommes face à de nouveaux types de chocs. Et les deux qui viennent à l'esprit, bien sûr, étant donné l'expérience de l'année dernière, sont la pandémie elle-même, qui, à mon avis, même si je précise votre emphase sur le climat, à mon avis, cela va plutôt s'avérer être la dynamique de formation des épidémies zoonotiques qui ont commencé en l'Anthropocène, que nous avons vu l'année dernière et qui était pire, en fait, ce que n'aurait que la modélisation climatologique. Selon les scénarios normaux pour le changement climatique, ce type de catastrophe était vraiment une énorme surprise, même si les virologues et épidémiologues nous avaient prévenus. Et le deuxième choc, c'était géopolitique, effectivement. Je ne suis pas parmi ceux qui disent que la tension entre la Chine et les États-Unis fait partie d'un destin inéluctable qu'on ne peut pas s'en échapper, mais on doit le prendre en compte comme étant une source potentielle de choc contre le système, et les dégâts pour le commerce mondial étaient déjà évidents avant 2020. Donc ça, c'est du côté nouveauté, si vous voulez. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir plus de ces choses-là. De part de la... quand vous parlez des fragilités structurelles, grâce à notre expérience de l'année dernière, on peut identifier deux dimensions, je pense. Une dimension, c'est la vulnérabilité dans certaines structures de marché d'emploi et des systèmes sociaux à cause de ces impacts. Ces chocs, c'est quelque chose qui a toujours existé. On voit cela dans le marché américain, par exemple, la fragilité de contrats de travail aux États-Unis, et on voit la masse de main-d'œuvre informelle qui sont les personnes les plus vulnérables à ces chocs. Ce sont donc les vulnérabilités structurelles persistantes qui ouvrent la possibilité d'avoir des crises. Et la deuxième, c'est l'échelle énorme et le dynamisme, et également la fragilité du système financier mondial. Et sans doute la chose la plus étonnante qui a eu lieu au niveau des marchés financiers, c'était les changements qui ont eu lieu dans les marchés financiers en mars 2020. Et là, c'est une autre fragilité structurelle. Ce n'est pas la même chose qu'en 2008. Là, on voit un changement également, mais consciemment, on voit quand même les finances basées sur des marchés et ces fragilités qui, avec un levier causé par des éléments externes. Le troisième élément qu'on doit prendre en compte lorsqu'on parle de l'histoire et de l'avenir des crises, c'est le type de réponse qu'on voit de la part des gouvernements. Dans un certain sens, cela a modéré l'échelle du choc l'année dernière, et c'était nouveau au niveau de l'échelle, à la vitesse de réponse des deux côtés de l'Atlantique, également à travers le monde. C'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Et là, il y a un grand point d'interrogation lorsqu'on regarde vers l'avenir. On sait que nous savons que beaucoup des dégâts permanents pour les économies européennes étaient faits non pas en 2008-2009, mais plutôt à cause des resserrements qui ont lieu après 2010. Ça, c'est une fragilité que je chercherai lorsqu'on regarde vers l'avenir à partir de 2020-2021. Comment est-ce que l'économie politique et les réponses fiscales et monétaires vont jouer leur rôle dans une situation qui est un peu chambolique?
lorsqu'on regarde vers l'avenir, l'horizon de 2023, quand la plupart des gens pensent qu'il sera le moment où la situation va redevenir à la normale. Merci. Caroline Atkinson, vous avez travaillé au IMF pendant la crise. Par l'ampleur de cette crise, son caractère systémique, l'impact mondial, par exemple, de la faillite de Lehman Brothers à l'époque. Pourrait-on aujourd'hui, Adam Tooze parlait justement de crise financière possible, pourrait-on anticiper une crise financière de ce type? Est-ce que les politiques financières menées par les banques centrales aujourd'hui peuvent créer la prochaine crise? Caroline Atkinson. Thanks so much, and thanks very much for including. Merci beaucoup et merci de m'avoir inclus. Ah, on vient de vous perdre, malheureusement. Allez-y. Caroline Atkinson, à vous. Merci beaucoup. Ah, vous êtes encore parti. Nous avons perdu de nouveau. Caroline Atkinson, à vous. Caroline, est-ce que vous nous entendez? Je me tourne vers Éric Piolle qui est à côté de moi. Vous êtes l'homme politique pour le coup de ce panel, de cette session, Éric Piolle. Vous êtes candidat à la primaire Europe Écologie Les Verts en vue d'une candidature à la présidentielle. Alors, parmi les crises dont parlait Adam Tooze, il y a effectivement les crises économiques, mais il a parlé aussi des crises sociales, et crises politiques, il a dit. Donc, dans quelle mesure vous pourriez anticiper une crise politique, en sachant par exemple que le taux d'abstention est extrêmement important aux dernières élections? Est-ce qu'il y a une crise démocratique? Et puis, la crise climatique, bien sûr, celle-ci, on a moyen de l'anticiper? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, avec un regard d'élu, mais aussi un regard d'industriel, parce que j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie, la question de la robustesse aujourd'hui d'une société est centrale. Et le rôle du politique est de se dire comment on fait durer la cité étant la communauté nationale ou internationale ou locale, mais toujours est-il que c'est ça notre rôle, à la fois l'émancipation de ses membres et la durabilité de la cité. Et la question de l'anticipation des crises, peut-être que pour prolonger un peu votre intervention, il y a évidemment la question de prévoir. La crise financière de 2008 était annoncée par un certain nombre d'économistes depuis déjà un certain nombre d'années. Les bulles spéculatives étaient telles qu'on disait que ça allait forcément exploser à un moment. Prévoir, évidemment, prévenir, mais c'est aussi s'entraîner à réagir aux crises, c'est-à-dire savoir qu'elles vont arriver et s'entraîner. Et donc se préparer aussi. Et rien que dans notre ville, dans le propos introductif, on dit que nous vivions avant dans des crises de monde émergent et que maintenant nous vivions dans des crises systémiques. En pratique, on s'aperçoit que nous avons vécu quand même à ma modeste échelle de génération, des crises majeures, celle de 89 qui était plutôt réjouissante avec la chute du mur, mais après, même dans ma vie professionnelle, les grandes grèves de transport qui ont paralysé la France en 99 et qui, moi qui étais à l'époque dans des usines, ça a changé radicalement nos modes de faire. Le SRAS en 2003, où même si l'Europe n'a pas été touchée, nous avons dû agir pour cela et nous préparer. À l'époque, je travaillais dans une multinationale. On pourrait parler également du volcan. Rappelez-vous, le volcan en 2010 qui a paralysé tout le trafic aérien, mais avec des conséquences extrêmement fortes. Très récemment, l'Evergreen, qui montre que là, des situations où le blocage d'un point de passage, on pourrait imaginer les ports avec la montée des océans, bloquer un des maillons de nos infrastructures peut avoir des conséquences très fortes. Et donc la question pour nous est de se dire comment on rend la société plus robuste et comment on sécurise le changement, avec effectivement un multiple prisme de tensions géopolitiques, de crises financières, de crises sanitaires. Là aussi, c'était écrit par tout le monde, mais on ne se prépare pas parce que finalement, on considère que le coût de préparation économique, le coût en temps de préparation et l'efficacité à se projeter dans ce que c'est vraiment une crise, tout ça, on a du mal à l'anticiper. Donc on dit, bon, voilà, on rentre la tête dans les épaules et puis on verra bien quand ça arrive. Et donc là, nous avons évidemment des enjeux extrêmement forts, notamment sur la question démocratique, puisqu'on sent bien que notre modèle économique va basculer et que nous ne pouvons pas revivre ce que nous avons vécu avec la sidérurgie, le charbon, le textile dans les années 80-90. Si nous le revivons demain avec l'aéronautique et l'automobile, nous avons bien vu avec les mouvements des Gilets jaunes qu'en pratique, la société est dans un climat de tension qui peut tout faire basculer et donc déboucher aussi sur des crises démocratiques très fortes
encore plus forte que celle qui nous touche aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément pour nous central, avec du coup la question d'anticiper les crises. Il y a des choses où ce n'est pas des crises. Le réchauffement climatique, ça n'est pas une crise. On en connaît déjà la trajectoire. Les réassureurs pointent l'impact. Un Suisse Re chiffré l'autre jour pour un réchauffement de 3,4 degrés. Ils estiment que c'est 18 points de PIB à l'échelle mondiale et de potentiel, celui-là qui est éradiqué. Et donc là, on a évidemment une question centrale. Nous venons de vivre le rapport du Haut Conseil pour le climat. Il nous dit que nous allons 2 fois trop lentement et qu'en plus en France, nous allons moins vite que dans d'autres pays européens. Donc il y a une première responsabilité pour nous, acteurs politiques, c'est de nous appuyer sur la science pour tracer un chemin en ne se disant pas que le dérèglement climatique passera à côté de nous. Non, il ne passera pas à côté de nous. Donc l'atténuation et l'adaptation vont être centrales. Avec la sécurisation du changement. Je me rappelle une journée de travail en 2008, mais dans ma carrière professionnelle, avec Gorbatchev, qui était un des grands acteurs, évidemment, de l'évolution du monde des années 80, où nous avions échangé sur comment rendre plus robuste notre monde interconnecté. Et nous en avons vécu juste après un exemple fort, puisque moi j'étais dans une entreprise qui avait délocalisé tous ses call centers en Tunisie, et donc ces call centers qui ont été balayés du jour au lendemain par le printemps arabe lors de l'hiver 2010-2011. Donc voilà, nous avons un corpus maintenant et un horizon scientifique fort. Et donc ça, c'est impératif de prendre en compte et de se mettre sur la bonne trajectoire, parce qu'à ce moment-là, on ne pourra pas dire que c'est des crises, ce sera juste des soubresauts d'actions dont nous savions l'occurrence. Adam Posen, je ne sais pas si vous êtes avec nous, économiste américain, président du Peterson Institute for International Economics. On vous voit, la crise financière de 2009 a démarré aux États-Unis, la crise sanitaire a démarré en Chine. Ces crises, on le voit bien, deviennent globales avec une très grande rapidité. On a même l'impression qu'il y a une sorte d'accélération des crises. Certains, comme vient de le dire Eric Piolle, avaient tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne la crise de 2009, et même d'ailleurs Bill Gates avait évoqué une pandémie mondiale possible. Ces crises systémiques, à votre avis, auraient pu être anticipées, et peut-on anticiper les prochaines, Adam Posen? Thank you very much for... Merci beaucoup de m'avoir invité, et je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous en Provence personnellement. J'ai un point de vue un peu plus déprimant sur cette situation. La question n'est pas est-ce qu'on peut prédire les crises. Comme vous aviez dit, il y a toute une série d'avertissements et de prédictions sur les crises les plus importantes au niveau du changement climatique et sur le risque de pandémie et sur des excès financiers. Et nous, en tant que communauté, en tant que décisionnaires, nous échouons. Nous n'arrivons pas à aborder ces questions. Et ce n'est pas que des économistes. Si vous regardez l'historique de l'intelligence dans le sens des espions et des agences d'enseignement, on voit un phénomène similaire. Tout le monde a dit aux États-Unis que le Japon allait attaquer Pearl Harbor. Staline était informé à l'avance que le pacte Molotov n'empêcherait pas une invasion de l'Allemagne. Avant les attaques en 1940, la France avait recueilli des copies des efforts de guerre allemands. Cela n'a pas permis d'empêcher ces événements. Il y a un livre de Richard Betts qui s'appelle « Une attaque surprise » qui parle du fait que vous pouvez avoir tous les renseignements que vous souhaitez, mais la décision d'agir est quelque chose d'autre. Et la même chose est vraie, évidemment, pour la santé, l'environnement et pour des questions financières également. Donc, une façon de sortir de cette situation, les gens se disaient qu'il faudrait plus automatiser, introduire plus de règles et avoir plus de bureaucratie et plus de technocratie. Mais même les technocrates font des erreurs également. Et deuxièmement, les technocrates, quelquefois, ne sont pas légitimes. Donc, la réponse habituelle, et comme d'autres membres du panel l'ont dit, c'est de rendre la société plus robuste, plus résiliente. Mais la résilience, il faut réfléchir à long terme également. Donc, je pense qu'il y a encore un espoir de pouvoir d'agir au niveau international et d'imposer une transparence absolue et de partager le fardeau qui va verrouiller les pays ensemble pour qu'ils soient obligés de travailler ensemble. On va être obligé de le faire de façon incrémentielle
Nous avons des problèmes actuellement, comme la famille a déjà, hésité à parler des problèmes dans plusieurs pays membres. Ils ne veulent pas les offenser ou provoquer des crises. Et on voit la même chose avec l'Organisation mondiale de la santé également. Donc, il n'y a pas de réponse facile, mais je pense que si on continue à pousser, à augmenter la transparence et à introduire plus de règles internationales et améliorer la transparence, je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. Caroline Atkinson, est-ce que vous... D'avoir là de Washington. Est-ce qu'on a retrouvé la liaison avec Caroline Atkinson? Toujours. Ah, la voilà. Caroline Atkinson, est-ce que vous nous entendez? Pour rebondir justement sur ce que Adam Posen vient de dire. I can hear. Je vous entends. Je vous entends. Allons-y. Équivalente, en tout cas systémique, un peu comme celle de 2009, Caroline. Vous qui avez été au cœur du FMI à l'époque, les politiques des banques centrales vont-elles finalement générer une nouvelle crise financière, pour parler d'un facteur possible? Great. Manifestement, on a toujours un problème avec Caroline Atkinson. Bon, j'espère qu'on finira par la voir. Gianmarco Monsellato, c'est à votre tour. Vous dirigez, vous êtes chez Deloitte, dont vous conseillez les entreprises. Et les entreprises aussi doivent faire face à toutes ces crises, cette crise sanitaire, mais également aux crises financières, crises économiques. Comment anticipent-elles ces crises? Bien, moi, j'ai parlé du point de vue du microéconomiste, pas macroéconomiste, donc au niveau de l'entreprise qui est plus petit, mais qui est aussi plus en direct sur la crise. Et en fait, on peut résumer la fonction du dirigeant d'entreprise à anticiper les crises. La question n'est pas est-ce qu'on peut, mais en fait, on doit anticiper les crises. Étymologiquement, le mot crise en grec ancien voulait dire nécessité de faire des choix, nécessité de décider. Ce qui est, vous me l'accorderez, la définition même du leadership. Et même si on ne pose pas la question souvent à voix haute dans l'entreprise, on la pose souvent à voix basse, qui est à quoi servent les patrons, à quoi servent les dirigeants, c'est au moment des crises qu'on sait à quoi ils servent. C'est ceux qui sont capables de continuer le voyage, de garder le cap en période de forte tempête, font leur travail aux dirigeants, et c'est là que véritablement on cristallise le leadership. Alors nos clients, nous-mêmes, est-ce qu'on arrive à anticiper les crises au sens de prévoir que telle crise ou telle crise va arriver? Non, en général non. Et l'histoire de l'humanité est faite d'une succession de crises qui a forcé l'humanité à faire des choix. Donc il y aura forcément d'autres crises dans le futur. Et la seule chose qui est certaine, c'est que les crises qui arriveront, ce sera celles qu'on n'aura pas prévues. Donc il faut être en capacité de décider, d'agir, de gouverner au sens de tenir le gouvernail en période de gros vent. Pour ça, notre expérience à interagir avec nos clients, mais aussi de diriger notre propre entreprise, c'est qu'à mon avis, une boussole aide véritablement les dirigeants ou ceux qui sont en position de décider pour naviguer en gros temps, pour être prêts lors de la crise et surtout diriger en temps de crise. La boussole, le premier point cardinal pour moi, c'est être à l'écoute du futur et pas se faire piéger par l'illusion du linéaire qui est pour moi rien d'autre qu'une myopie stratégique. Le linéaire n'arrive jamais. Le linéaire est juste une exponentielle qui n'a pas commencé à se dériver. Donc, si on fait une courbe linéaire en disant mon budget c'est ça et ça va se passer comme ça pendant 10 ans, on est sûr que ça va mal se passer. Mais pour anticiper ce qui va vraiment dévier, la déviation, ce qui peut faire mal, il faut se connaître soi-même. Je prends un exemple chez nos clients. Tout le monde avait assez bien prévu qu'il y aurait un problème de chaîne d'approvisionnement avec la Chine. Peu avaient prévu que le problème le plus important serait avec l'Italie du Nord. Et que quand Bologne et Bolzane et Milan ont fermé, beaucoup de chaînes d'approvisionnement européennes ont été complètement disruptées, que tout le monde a regardé loin. Personne ne s'est rendu compte qu'en réalité, plus près de nous, on pouvait être dépendant de ces chaînes. Donc se connaître soi-même, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, savoir où ça peut faire mal. S'inscrire dans le temps, c'est le troisième point. On parle beaucoup de résilience, mais s'inscrire dans le temps, c'est être prêt et apprendre du passé, avoir une mémoire des crises. Je prends un exemple là, qui n'est pas confidentiel parce que c'est de nous qu'il s'agit. On était prêt à avoir tout le monde qui travaille à distance au moment où le Covid est intervenu. On n'avait pas prévu le Covid, mais lors de nos gestions de crise, on était prêt, on avait la technologie, on avait le numérique, on avait les process. Et quand le Covid est intervenu, tout le monde a pu travailler à distance de manière cryptée. Excellent. Sauf qu'il faut quand même regarder, il y a une chose qu'on n'avait pas prévue.
et qu'il faudra qu'on intègre dans le futur. On n'avait pas prévu l'impact sur le moral, sur la fatigue des collaborateurs. Franchement, ça, on ne l'avait pas prévu. Et donc, la mémoire, ça doit nous permettre, la prochaine fois, d'intégrer aussi cet événement-là pour être prêt de manière plus complète. Et le dernier point, et c'est l'écho de ce que je viens de dire, c'est une culture inclusive, pas seulement au sein de l'entreprise, évidemment, parce que chacun doit être concerné, mais avec les parties prenantes. Et ce n'est pas naturel pour un dirigeant d'entreprise d'être inclusif avec ses fournisseurs et avec ses clients, mais c'est la seule façon, pour moi, de diriger une crise au mieux de l'intérêt de l'entreprise et de son écosystème. Donc c'est vraiment la boussole qui guide nos clients et qui nous guide aussi. Merci. Adam Tooze, on vous retrouve parce que j'ai l'impression qu'avec Caroline Atkinson, c'est toujours pas rétabli. Est-ce qu'il y a une accélération des crises? Et pour vous, pour l'historien que vous êtes, quelles seront les crises de demain? I mean, it's C'est une bonne question à demander à un historien. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. Mais enfin bon, moi, vous savez, le diagnostic que j'ai proposé dans mes remarques initiales sur ce à quoi on devrait s'attendre, c'est-à-dire la chose rationnelle. La rationnelle, en fait, ce serait d'essayer de se servir de la situation actuelle, de ce qu'on a pu voir cette année, l'année dernière, au cours des 18 derniers mois. Ce que l'on a pu constater, c'est qu'il y avait 3 types de fragilité dont j'ai déjà parlé. La pandémie, qui est quelque chose... Excusez-moi, le son est sautillant. Les faiblesses du système financier, c'est-à-dire un problème chronique de notre économie moderne, une diversité d'autres chocs qu'il nous faut vivre avec. Et plutôt, un des membres du panel a parlé de la politique et je n'ai pas entendu les remarques de Pozon, mais je pense que des États-Unis, on pourrait éviter d'en parler. Les économies avancées, les États-Unis, par exemple, qui si longtemps a représenté une ancre de stabilité économique, est de plus en plus fragile, est devenue de plus en plus fragile. Et la période de normalité que l'on expérimente avec le retour des démocrates au pouvoir et tout ça ne devrait pas nous tromper. On a vu l'année dernière une crise de gouvernance assez générale aux États-Unis au vu du défi auquel on était confronté. Et puis, finalement, quelle que soit la préparation, il n'y avait pas de leadership politique ascendant-descendant et un système politique qui était immergé dans la rhétorique de la guerre civile, sinon la réalité de la guerre civile. Et une élection dont les résultats, comme on s'en rappelle bien, a été contesté pendant des mois. Et donc, ceci est réellement une source d'instabilité à laquelle on n'a pas été habitué. Et on voit si on prend ce que l'on a vu dans ce vase de pétri, ce que l'on voit comme résultat, c'est qu'il y a des éléments, des résultats, un système social qui est sous pression, des plus grandes inégalités par exemple, une fragilité. Et donc on ajoute à ce mélange les 3 dimensions du défi de la pandémie et des autres risques associés que l'on va trouver, les tensions qui sont en escalade entre les États-Unis et la Chine et les instabilités très sérieuses dans le système politique américain. Et donc ceci, et c'est la carte que l'on connaît, des crises à venir que l'on a devant nous. Et si on rajoute en Europe les fragilités de l'économie de l'euro, par exemple, ça complète le tableau. Et maintenant, si on regarde en avant, je sais qu'un membre du panel travaille en Afrique. Évidemment, là, il y a une panoplie énorme de crises que l'on voit se dérouler. Mais actuellement, du point de vue des économies avancées, ça va être le coût des tensions que tous les politiques, sur lequel les politiques doivent se concentrer. La tension... on en a beaucoup parlé et je vais conclure là-dessus, c'est qu'il s'agit de savoir si on est en mesure de
prendre au sérieux nos prédictions de crise. Ça, c'est certainement la question fondamentale que l'on tire de 2020. C'est pas une crise qui n'a pas été prédite. C'est pas seulement Bill Gates. Il y a des gouvernements, il y a des organismes et des gouvernements qui sont spécialisés sur ces risques. Et en pratique, on a failli. Et donc, c'est pas le pire des chocs que l'on aurait pu expérimenter qui est arrivé. C'était une défaillance technocratique. Et les gouvernements sont avérés très fragiles en réponse à cette crise. Et on cherchait vraiment... Bon, c'est bien d'entendre des histoires de leadership plus fort, mais évidemment, ce leadership était absent l'année dernière. Et donc, je crois que c'est la question essentielle, quel que soit le diagnostic spécifique que l'on peut faire. Est-ce que l'on a ce qu'il faut en tant que système? Est-ce que nos systèmes politiques ont été en mesure de digérer ce savoir finalement, pour pouvoir agir? Les signaux d'alarme qu'on a vus, en fait, et ceci se traduit par notre réunion ici, dire que là, on a pu diagnostiquer les risques, tout ça, comme les gens du panel ici. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces signaux? Ça, c'est une question clé. Il y a certaines choses, des questions qu'il faut qu'on se pose. Comme notre ami politique l'a dit, on sait ce que c'est la crise climatique, mais et on a toutes les preuves, pas seulement en France, et dans toutes les économies avancées. On sait, mais comme il l'a dit, on ne livre pas. On ne livre pas la moitié de ce qu'on devrait livrer si on prenait les choses sérieusement. Et ceci, c'est la question clé du moment. Ce n'est pas le diagnostic spécifique que l'on peut faire sur une crise, mais c'est savoir si on est capable de se servir des diagnostics et de les prendre au sérieux tels qu'ils le méritent. Alors, et puis, est-ce que vous voulez... Oh, sorry. Et sur le leadership politique, comment prendre en considération toutes ces crises, comment les prendre à bras-le-corps, comment agir et connaître les conséquences de son action? Lorsqu'on a voulu augmenter la taxe carbone, il y a eu les gilets jaunes, vous l'avez dit, donc ça n'était pas anticipé, l'impact de cette action publique-là. Oui, bien que c'est été prévu par certains. Prévu par certains, c'est exactement ce que dit Adam Pose. Je pense qu'il y a un triple, en tout cas dans l'action politique. Pour moi, il y a un triple enjeu. D'abord, être réaliste. Donc là, nous sommes face à notre réchauffement climatique. Nous avons des messages très clairs, à la fois sur les besoins d'atténuation, sur les besoins d'adaptation. Donc, ne rien faire est évidemment, ou même faire trop lentement, est une prise de risque considérable, en fait une prise de risque insensée. Quand je travaillais dans l'industrie, on faisait toujours dans nos gros systèmes de l'AMDEC ou de la FMIA en anglais, on faisait de l'analyse de risque, de leurs défauts, de leurs conséquences, et donc on essayait de regarder quel était le pourcentage de risque d'occurrence et puis quelles étaient les conséquences, qu'est-ce que ça allait tuer ou pas. Bon, donc ça c'est un premier bloc, et moi ça me frappe de voir que nous sommes aujourd'hui encore en train de faire monter nos documents stratégiques au niveau où ils doivent être, et que en plus, deuxième niveau, nous ne sommes pas en train de réaliser nos documents stratégiques qui sont pourtant en ce moment encore sous-dotés. Donc deux enjeux extrêmement forts. Le deuxième volet de l'action politique, c'est l'entraînement. On peut donner quelques exemples. À Grenoble, à la mairie, quand il y a eu en janvier 2017 de mémoire le gros risque de délestage électrique, plutôt que de dire bon ben on rentre la tête dans les épaules et on attend de voir si effectivement RTE doit délester ou pas, nous avons décidé d'afficher sur tous les bâtiments, les immeubles qui seraient dans des boucles de délestage, un panneau en disant votre immeuble, l'électricité sera coupée si jamais il y a besoin. Et donc ça génère de la résilience. Pourquoi? Parce que les habitants, ils ont été voir la voisine du 4e qui est toute seule, ils ont fait une alerte sur le fait qu'il y a quelqu'un qui était sous assistance respiratoire qui était là et qui n'était pas là d'habitude. On leur a dit qu'il y aurait des bâtiments publics qui seraient chauffés avec de la nourriture. Bref, on développe là de la résilience. Au moment de la distribution des masques, j'avais proposé au président de la République qu'on en profite pour tester grandeur nature en France, comment distribuer un élément essentiel à toute la population dans un temps record. C'est ce que nous avons fait, nous, à Grenoble, prévoir quelque chose. Bon, là, c'était des masques, c'était un peu tard, évidemment, par rapport à la crise. C'était de la gestion de crise, c'était pas de l'anticipation de crise. Bah oui, mais n'empêche qu'on s'entraîne pour la suite. Moi, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit, quand ça arrivera à nouveau, quand on aura besoin de distribuer quelque chose d'utile à toute la
population, nous nous serons entraînés. Nous avons raté une occasion à ce moment-là. Troisième élément, c'est comment dégonfler les bulles, c'est-à-dire dégonfler les zones de risque. Ce qui est en train de se passer en ce moment autour des task force, autour des financial disclosures, intégrant donc les règles comptables, intégrant les questions du climat et même les questions de la nature, c'est extrêmement important. Et ça va arriver très vite. C'est comment encadrer dans les comptes de résultats et dans les bilans des sociétés les risques climatiques et éventuellement d'autres risques. Et là, le travail qui est en train d'être fait autour des normes comptables qui vont arriver très vite, c'est pour 2023-2024, là, ça nous permet de dégonfler les risques parce qu'on factorise les externalités négatives dans notre vie quotidienne, ce que jusqu'à présent, nous n'avons pas su faire, étant complètement embarqués dans la mythologie de Jean-Baptiste C, qui nous disait les ressources de la planète sont inépuisables et gratuites. Évidemment, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le cas. Le jour du dépassement des ressources de la planète avance de 50 jours à peu près tous les 15 ans. Il était à 350 jours en 70, il est tombé à 250 et maintenant on est à peu près à 200 jours. Donc au bout de 200 jours, on a épuisé les intérêts de la planète, on va dire, et on entame le capital. Donc ça sera un élément déterminant de se dire que nous devons dégonfler des bulles. Et la question de la comptabilité est évidemment une question centrale pour le monde économique qui permet de factoriser petit à petit ces externalités et ces risques dans les bilans et les comptes de résultats des entreprises. Les questions fiscales également ? Oui, la question fiscale, mais la question fiscale va plus être une question pour moi en tout cas, de lutter contre des phénomènes d'accumulation de capitaux qui sont en fait nuisibles parce qu'ils relèvent c'était le bouquin de Stiglitz, le triomphe de la cupidité, parce que ces ressources, ce triomphe de la cupidité génère l'exploitation de la planète et génère les inégalités sociales. Donc ça, c'est important. Après, on a un système redistributif et d'émancipation qui relève d'une autre logique de mon point de vue. Adam Posen, comment justement les politiques publiques peuvent-elles agir, puisqu'on est dans la response, la réponse dont vous avez parlé? Est-ce qu'elles peuvent justement faire germer les futures crises? Est-ce que par exemple le plan de Joe Biden, qui est extrêmement massif, est-ce qu'en son sein, il génère déjà la prochaine crise financière parce qu'il serait trop difficile à digérer? C'est un exemple, mais l'exemple de l'impact justement d'une politique publique, est-ce qu'elle peut générer une crise? Nous n'avons pas de son. Adam Posen, we cannot hear you. Non. Adam Posen, il y a un problème aussi avec vous. Adam Posen, we cannot hear you. We don't hear you. Je ne sais pas si quelqu'un peut lui dire en régie qu'on ne l'entend pas. C'est bon? Sorry. Oh, Thank thanks. you. Can you... Oh, désolé. Je suis désolé, je pense que mon micro n'était pas en marche. Donc, merci pour votre question. Je suis en fait plus optimiste sur ce sujet que je l'étais sur la prévention et la prise de conscience de la crise. Je pense qu'il y a très peu de preuves qui existent, du moins dans la sphère macroéconomique et les autres sphères clés. Par exemple, sur les réponses politiques, un schéma que j'ai identifié en travaillant sur le Japon et lors de la crise bancaire des 90 au Canada et en Scandinavie, c'est le fait que, suivant une crise de banque, on tend à étudier une longue période d'expansion avec des faibles instabilités financières et en général, une croissance plus faible mais plus stable. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis et dans l'Europe de l'Ouest suivant la crise financière globale et qui serait probablement continue avec la pandémie. Il y a toujours les gens qui viennent du BIS, par exemple, des différents fonds d'investissement qui insistent que les fiscalistes vont créer la prochaine crise, par exemple. Et la réponse, c'est pas dans les données. Les bulles semblent être non corrélées. Donc, si vous avez une grosse bulle, surtout dans l'immobilier, par exemple, donc vous n'aurez pas une bulle significative après cela. Et donc, si on veut sortir les gens... il y a souvent on a tendance à surestimer les choses. Et donc, il y a des cas où vous voyez, en fait, des progrès résultant d'une crise.
dans le sens où, par exemple, si je regarde comment le système banquier aux États-Unis et en Europe ont répondu au choc de la pandémie, mais partout dans le monde, effectivement, et de l'arrêt économique, par exemple, en raison de la pandémie, la réponse finalement a été positive. Il y a plein de choses qui ont été mises en place par le G20 et par les banques centrales du fait de la dernière crise, des enseignements, et ça nous a aidés à traverser la crise actuelle. Donc, si on parle de Joe Biden, la situation avec Joe Biden, et je vais dans le sens de mes collègues, Larry Summers, par exemple, Jason Furman, que le premier package que l'administration Biden a voté en janvier de cette année était vraisemblablement excessif. Mais sur le plan de sa composition, il y avait beaucoup d'argent qui allait là où ce n'était pas nécessaire par rapport aux dépenses essentielles dans la vaccination et la santé publique. Et donc, ça peut forcer la Fed à élever ses taux plus rapidement qu'elle l'aurait fait normalement. Et donc, on aura peut-être un résultat négatif plus rapidement. Mais est-ce que c'est une crise? Je pense que les politiques et les gens sur ce panel, des historiens comme Adam Stout, souvent la crise vient parce qu'on a fait trop peu. Et vous savez, par exemple, avec l'austérité, ça n'a pas été la raison de tous les problèmes, mais ça a été une cause. Donc, moi, je serais plus optimiste. Il faut vraiment faire face à la crise et ne pas s'inquiéter de savoir si on va causer la prochaine crise. Caroline, est-ce qu'on peut retrouver Caroline Atkinson? Alors, ça fonctionne cette fois? Caroline, are you with us? Allez au téléphone, là. Daphne, you've been so patient. Can you hear me now? Yes, we do. We can. Great. On parlait juste... Speaking on the phone. bon, je parle au téléphone. Je voudrais être... je suis désolé. D'accord avec mon collègue aux États-Unis. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Je suis désolé, on peut pas traduire. Allez-y. On the that may the feedback. So on the issue of social, we have seen that in Europe. Caroline, je suis vraiment désolée, mais on vous entend vraiment très mal. Donc j'espère qu'on va résoudre ce problème de son avant la fin de la session. Vous restez avec nous, il reste encore un quart d'heure. Qui voulait rebondir justement, je ne sais plus où j'en étais, pardon, sur... eh bien, je crois que c'est Gianmarco Monsellato qui n'a pas eu son deuxième round. Alors comment est-ce que vous voulez rebondir? Bon, là, on a vu qu'effectivement, il était plus optimiste cette fois, Adam Posen, sur l'action, sur la politique économique. En ce qui concerne les entreprises, si on prend justement la crise climatique, comment les entreprises vont-elles anticiper d'autres crises de ce type? Et même, parce qu'il y a un problème avec le climat, donc comment elles se mettent en ordre de bataille, si je puis dire? Alors, je suis comme Madame, je suis optimiste. Alors, je ne suis pas BA, parce qu'il y a des enjeux, mais je suis optimiste. Pourquoi? Parce que, vous l'avez évoqué, le monde de l'entreprise en général, et en particulier le monde de la finance, a déjà pris en compte, ou est en train de prendre en compte, ces sujets, parce qu'ils résonnent sur le long terme. Vous avez évoqué la comptabilité, mais en avance sur beaucoup de politiques publiques, la finance essaye de quantifier les externalités négatives, le climat en étant une majeure, pour donner aux investisseurs, mais aussi aux parties prenantes, une vision de ce que ça veut dire si l'entreprise ne se réforme pas, avec tout ce que ça suppose comme valorisation de l'entreprise et autres. Et là, c'est une prise de conscience pour toutes les parties prenantes. Donc, quand on commence à quantifier un sujet de manière économique, tout le monde, on passe de la philosophie à la réalité. Et là, on se rend compte qu'à partir du moment où le monde financier s'est engagé dans ce chemin, on a vu une accélération des prises de conscience et donc des actions. Pour autant, quand je dis je suis courageux, je suis optimiste, mais pas BA, parce que ça ne suffit pas. Ça serait une erreur fondamentale
d'analyser la crise climatique simplement comme une crise climatique. Elle touche à beaucoup d'autres sujets. La crise climatique, on ne la résoudra que si on sort du fantasme de l'école de Chicago et qu'on considère que l'activité économique n'a comme finalité que la création de profit. Une entreprise n'existe que si elle est rentable, c'est une évidence. Mais c'est avant tout un groupe d'individus qui suit un projet commun. Et donc il faut réinventer le sens de l'aventure économique au-delà de l'exclusivité du profit. Pourquoi on travaille? À quoi on contribue? Nous et l'écosystème. Et ça touche à un sujet qui a été évoqué en introduction, c'est qu'on ne résoudra la crise climatique que si on fait les transitions nécessaires tout en préservant l'espoir économique des jeunes générations. Si on pense résoudre la crise économique, la crise du climat avec une logique malthusienne, où subitement plus personne ne voyage, plus personne ne consomme, ce n'est pas les gilets jaunes qu'on aura. On aura une autre crise qui sera une révolution sociale et économique. Donc c'est là que c'est difficile. C'est comment, si dans mon plan stratégique, comme tout le monde, j'ai dit net zéro en 2025. Ça c'est facile de le dire. Maintenant concrètement, comment on y arrive? Est-ce que je dis aux jeunes collaborateurs, vous n'allez plus jamais prendre l'avion? Vous ne travaillerez plus jamais avec vos collègues outre-Atlantique? Donc votre avenir économique est quand même relativement incertain à moyen terme? Non. On ne la résoudra pas comme ça. On la résoudra en prenant en compte les externalités, en réinventant un modèle de développement au niveau de l'entreprise avec le soutien des pouvoirs publics. Et je conclurai sur un sujet qui est mieux que tout livre de management, qui sont une poésie d'Hölderlin qui m'a toujours guidé dans les moments de crise, c'est qu'il faut du courage. Parce que là où croit le danger, pour le citer, là croit aussi ce qui sauve. Et on n'en sortira que si on a le courage de quantifier ce qui fait mal, de quantifier les choix qui vont être extrêmement difficiles, et qu'au lieu d'avoir une logique de conserver, de conservatisme, on a une logique de construction, d'un nouvel équilibre, non pas de renoncer, mais construire quelque chose de nouveau pour toutes les parties prenantes de manière inclusive. Ça va prendre du temps, on a commencé, c'est pas une course contre la montre, même si l'échelle de temps joue, c'est une course pour la durabilité et le sens. Et ça va être l'enjeu indéniablement de la décennie et des décennies qui viennent. Merci. Il nous reste 10 minutes. J'ai quelques questions sur les tweets de Aix-en-Provence. Faut-il associer les citoyens à cette anticipation et puis à la gestion des crises? Si oui, comment les y associer? Vous pouvez peut-être répondre, Éric Piolle, à ça, à cette question? Oui, dans plusieurs dimensions. Il y en a une qui fait référence à ce dont je parlais tout à l'heure, un entraînement quotidien sur des crises qui peuvent être sanitaires ou technologiques, ou plus systémique. Il y a également un enjeu fort autour de la démocratie dans l'entreprise. Et ça va être extrêmement exigeant. C'est-à-dire que si les changements, la conduite du changement n'est pas faite en associant aussi cette démocratie de l'intérieur dans l'entreprise, effectivement, on se prépare à des chocs très forts. Oui, il nous faut investir de la démocratie à la fois dans nos systèmes paritaires, mais également à l'intérieur de l'entreprise et derrière développer un entraînement, ce que nous essayons de faire à Grenoble depuis 7 ans, cet entraînement à la démocratie locale qui prend du temps parce qu'il faut développer une confiance qui a été très abîmée et donc cette confiance, elle se retisse petit à petit dans l'action. L'espoir, c'est le titre de mon livre qui est sorti il y a 2 jours, de l'espoir, mais ça se nourrit dans l'action aujourd'hui et il ne peut pas juste être déclamatif, quoi. Une question sur le capitalisme. Les crises économiques sont souvent causées par le comportement capitaliste qui cherche toujours à avoir beaucoup de profits et beaucoup d'intérêts. N'est-il pas temps de revoir l'approche capitaliste et privilégier la solidarité économique? Alors je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Adam Posen peut-être à cette question, si vous l'avez entendu. Est-ce qu'il faut revoir finalement? Oui, c'est intéressant. C'est une idée que je n'ai jamais entendue, en fait. Bon, prendre un moment de savoir comment y répondre. Moi, je pense que l'idée de l'espoir, c'est la meilleure approche, finalement, pour moi. De préserver l'espoir, mais je pense que penser à cela en termes de nos sociétés globales démocratiques, comment elles vont évoluer, ça va dépendre beaucoup des conditions économiques locales. Alors que cette idée pour moi, propose un chemin intéressant, positif. Je ne sais pas, en dehors de certains endroits, si ça peut marcher. Faut-il revoir les règles du capitalisme, Adam Posen? En 2 mots, hein. On n'a plus beaucoup de temps. Are you voiceless?
I lose you? Je pense que le capitalisme, c'est un mot valise que j'aime pas beaucoup, parce que il est né avec le libéralisme, qui était, je vous rappelle, la capacité pour tout individu, quelle que soit sa naissance, à se construire un avenir économique. Ça me semble être un progrès qu'il faudrait quand même conserver. Après, je vous disais moi-même, il faut sortir du mythe que l'activité économique ne cherche qu'à accumuler le profit comme seule fin. Non, le profit est un moyen pour construire, pour partager. Donc c'est pas le capitalisme qu'il faut revoir, c'est l'usage qu'on en fait pour moi. Très bien. On peut prendre une question dans la salle, me semble-t-il, ou pas? Je suis autorisée. 2 minutes. Une question? Une question, madame. Allez-y. Moi, dans le cadre de mon activité professionnelle, je cherche à relier l'économie et l'humain. Et donc, je suis confrontée à tous ces enjeux. Je suis aussi entrepreneur. Et moi, j'ai mis toute ma vie, tous mes risques dans mon entreprise. Donc, c'est vrai que quand j'entends... Alors, même si je partage intellectuellement, mais je trouve que le discours, il doit être peut-être un peu plus pondéré. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens qui risquent leur patrimoine à chaque instant, a fortiori dans un contexte comme celui-là, pas leur demander de tout mutualiser, comme si tout le monde avait tout mutualisé. Donc, quelle est votre question? Comment on fait pour gérer ça? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir des discours publics comme quoi il faut refonder le capitalisme, qu'il faut tout partager, que ceci, que cela, alors qu'au départ, on ne prend pas les mêmes risques. Et tout au long de l'entreprise, tant que l'entrepreneur est encore en tout cas fondateur et que le capital n'est pas dilué, c'est l'entrepreneur qui porte le risque au quotidien. C'est lui qui dort plus la nuit. Voilà. Donc il faut l'intégrer dans le discours parce qu'on n'entend pas assez. On a l'impression que les entrepreneurs, c'est juste les grands patrons. Non, il y a plein de petits qui tous les jours distribuent. Moi, je redistribue énormément. Mais en même temps, il faut faire aussi des choses. Éric Piolle, peut-être, vous pouvez répondre. Comment est-ce qu'on peut Oui. les prendre en considération, justement, ces entrepreneurs dans l'action politique? Il y a effectivement une surreprésentation des grands groupes dans le débat politique. Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés, ils ont des moyens, ils ont des structures, ils ont un héritage, etc. Et d'ailleurs, ça pose des questions démocratiques, pour répondre à la question de tout à l'heure, ça pose des questions démocratiques qui sont aussi majeures, de voir des multinationales. Nous sommes engagés dans la justice climatique. Pourquoi? Avec ce qu'on vient de gagner avec le Conseil d'État il y a 3 jours, Grenoble est associé à la commune de Grande-Sainte, parce que jusqu'à présent, ce qui était en train de pousser, c'était la justice entre les investisseurs et les États, et ces attaques qu'on a vues avec le traité CETA, etc. Donc pour moi, refonder, ce qui était exprimé par mon voisin, refonder une activité économique qui a 3 objectifs: garantir des sécurités à ceux qui agissent et qui investissent, chérir les biens communs et nourrir ce désir de sens. C'est là que finalement on réinvestit une entreprise et un entrepreneuriat dans un tissu local, et c'est là que la question du risque est extrêmement importante. Nous ne pourrons pas retourner, que personne ne propose d'aller vers une économie dirigiste. Nous avons besoin de l'initiative, qu'elle soit dans les formes d'entrepreneuriat associatif, coopératif, comme ça se fait beaucoup d'entreprises classiques. Nous avons besoin de cette articulation-là, mais nous avons besoin d'une puissance publique qui donne un cap suffisamment fort pour que justement les entrepreneurs puissent prendre des risques. Ce qui me frappe là, c'est que quand on fait une loi climat qui répond à 20% de l'enjeu de 2030, pour les entrepreneurs, c'est très dur parce qu'ils savent qu'en fait, il va y avoir une 2e loi climat, 3e loi climat, 4e loi climat, et ça crée un climat pour le business qui est en fait extrêmement incertain. Or, on a besoin d'un cap à 5-10 ans politique pour que derrière les initiatives privées puissent s'aligner assez naturellement avec le schéma sociétal qui est pointé par le politique. Là, vous êtes en campagne, là. De façon générale, je suis en campagne un peu tout le temps. C'est le principe de l'élu, en fait. Merci en tout cas d'avoir été là. Gianmarco Monsellato, Éric Piolle, merci à vous, Caroline Atkinson. Vraiment désolé de ne pas vous avoir entendu. On aurait beaucoup aimé vous avoir. Adam Posen, merci. Adam Tooze, merci. André Cartapanis, bien sûr. Et puis merci à vous tous. Puis restez à Aix parce que ça continue, les sessions.